Data scientist. Que fait un data scientist au jour le jour? Comment est-ce qu'on commence sa journée? Quels sont les outils qu'on utilise? Quels sont le type de missions qu'on peut faire? Aujourd'hui, on va voir tout ça avec Nicolas, qui est un expert notamment en cartographie. C'est lui qui a fait la cartographie de Twitch. Il est déjà intervenu plusieurs fois sur le podcast de Micode et aujourd'hui, il a accepté de parler de son quotidien, qu'on aille dans le détail. Donc je te mettrai des chapitres en bas de cette vidéo pour que tu puisses t'y retrouver beaucoup plus facilement. Si c'est la technique qui t'intéresse particulièrement, si ce sont ses conseils pour étudiants, si c'est comment est-ce qu'il fait des missions, comment est-ce qu'il interagit avec le client, bref, tu pourras avoir une vision beaucoup plus complète du métier de data scientist après cette vidéo. J'espère qu'elle te plaira et on commence tout de suite. Donc Nicolas, merci pour le temps accordé. Tu es donc consultant data chez Agence First Link à Bordeaux. Alors, consultant data, ça peut paraître un peu obscur pour certaines personnes. Tu l'avais mis dans un de tes posts LinkedIn, ton métier, c'est de cartographier Internet pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui, en discutant, de justement parler d'une journée typique, ce que tu peux avoir. Et on va commencer par sûrement ce que tu fais au tout début d'une journée. Je ne sais pas si tu as une routine ou pas, tu pourras nous le dire. Et après, on abordera des thèmes comme tout ce qui est les trois types de missions principales, de tâches principales que tu sembles avoir, qui sont data scrapping, tout ce qui est visualization et relation avec les clients. Si tu veux parler d'autre chose, bien entendu, il n'y a aucun problème, hein, c'est format libre. Et ensuite, on abordera sûrement au fur et à mesure tout ce qui est outils et ce que tu fais en pratique. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler donc d'une journée typique pour toi? Comment est-ce qu'une journée commence? Alors la journée, elle commence, déjà on arrive dans les magnifiques locaux qu'on a à Bordeaux. On est vraiment sur au niveau du miroir d'eau de la place de la Bourse, pour ceux qui connaissent. Donc la journée, elle commence souvent avec, on arrive dans un cadre sympa. Ensuite, par rapport au boulot, souvent le matin, alors si on n'a pas laissé, si on n'est pas sur des projets chauds, on va dire, et qu'on est dans une zone un peu plus calme et qu'on a fini la veille ce qu'on avait à faire, le matin, souvent, c'est plus justement de la veille. C'est-à-dire que le matin, une petite heure, une heure et demie, à aller sur Twitter, aller sur Medium, aller sur différents réseaux, aller sur LinkedIn aussi quand on a le temps. Et en fait, voilà, on a chacun nos petits rituels de veille et on va s'informer parce qu'on est sur des métiers qui évoluent hyper vite. On est sur des thématiques où il y a de l'innovation tout le temps, ou même les supports changent. Donc, voilà, souvent la journée type, elle commence avec qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est quoi l'actualité. Et toi, tu Et utilises quoi, par exemple? Parce que tu as mentionné les réseaux sociaux. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais il y a plusieurs années, peut-être 8-10 ans, j'avais NetVibes, qui était un agrégateur de flux RSS. Qu'est-ce que tu utilises, toi, au concret, genre ce matin ou toute matinée normale comme outil ouais, pour faire ça? alors, je sais quoi, il y a tout plein d'outils qui sont apparemment hyper bien justement pour ouais, les flux RSS, même des agrégateurs Google News, etc. Alors, moi, j'utilise tout simplement Twitter en fait la plupart du temps. J'utilise aussi, j'ai une news. Alors, ça, l'histoire est assez marrante. C'est que quand je me suis inscrit sur Medium, j'ai eu la newsletter spam qu'on a quand on s'inscrit sur tout site où on a la newsletter spam parce qu'on s'est inscrit. Et en fait, celle de Medium, à chaque fois, je me disais, bon, allez, là, je viens de la recevoir, pas de bazar dans ma boîte mail, je vais me désabonner. Mais en fait, en cliquant sur le mail, je me disais, c'est intéressant ça. Et en fait, je me retrouvais à lire la newsletter. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite qu'en plus, Medium était assez bien fait et en fonction des articles sur lesquels j'allais, arrivait vachement bien à cibler ceux qui m'intéressaient. Et en fait, assez vite, la newsletter est passée de spam à OK, tous les matins, je lis ma newsletter Medium et je prends les articles et limite les articles, je les télécharge en PDF pour me les mettre dans un dossier quand j'ai pas le temps de les lire parce que Towards Data Science, par exemple, il y a beaucoup de. Par exemple, je conseille vraiment aux débutants qui veulent apprendre l'aspect très technique, très code, par exemple, technique de la data science, d'aller sur Towards Data Science, qui est une rubrique Medium, enfin, qui est un site de data science qui repose sur Medium. Et, et en fait, par contre, c'est un peu la mentalité que j'aime bien, c'est ah, on va voir ce que ça fait. Et voilà, un article de 3 pages, par exemple, sur voilà, on a testé ça. Résultat, bof, mais bon, voilà, voici ce qu'on a fait, et voilà comment on l'a fait. Et ça, c'est trop bien, quoi. Et du coup, Medium, j'utilise beaucoup. Enfin, là, quand j'ai le temps, parce que après, ça demande quand même, je veux dire, c'est des articles qui demandent un peu d'investissement, parce que souvent, ça peut être technique des fois. Mais je conseille vraiment ça, aller sur Medium, prendre la newsletter et aller lire à chaque fois les articles qui nous intéressent. Au bout d'un moment, la newsletter va vraiment cibler les contenus qui vont aller dans votre sens. Moi, je vois au fur et à mesure, elle est devenue de plus en plus technique sur le langage de programmation.
parce que je m'orientais de plus en plus vers des articles, on va dire, un peu plus durs. Et donc, du coup, ça a vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Twitter aussi. Alors, si actuellement, par exemple, votre Twitter, c'est un Twitter de divertissement, ça peut être intéressant de se faire un deuxième compte Twitter un peu plus pro, même pas forcément que pour la vitrine, mais aussi par rapport au compte que vous allez suivre. Et moi, j'apprends beaucoup de choses sur Twitter. Je suis des comptes infosec, des comptes data visualisation, des data visualisation magnifiques, des comptes data scientist, même des devs, enfin, de toute façon, très général. Et, euh, et ça, je conseille vraiment Twitter de se faire se faire une bonne liste de follow de, de professionnels. Vraiment, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est qu'on a un peu le. Ouais, sur Twitter, on a vraiment on suit les gens au quotidien, dans leur travail, ils nous donnent leurs impressions au quotidien. Et du coup, ça c'est quelque chose où on peut apprendre beaucoup aussi. Et ensuite, voilà, globalement, c'est ce que j'utilise le plus, un peu LinkedIn, mais j'avoue que LinkedIn, je trouve, de façon contre-intuitive, et il y a peut-être un vecteur d'information que je trouve plus compliqué que Twitter, parce que souvent, c'est plus marketé, c'est plus brandé sur LinkedIn, donc on a moins de contenu et plus de forme. Logique, c'est le réseau qui fait pour ça. Alors sur Twitter, on a cet aspect brut qui nous fait apprendre beaucoup de hey, tiens, regardez ce que j'ai codé aujourd'hui, etc. Donc voilà. Ça, c'est Je te le tout rejoins sur début de ma journée. l'aspect, je te rejoins sur l'aspect LinkedIn où c'est un peu, bah, je trouve que ça fait très réseau social. Il y a des fois, c'est quand même relativement, enfin, inutile de lire certains posts et il y a plus de choses à faire le tri. Euh, alors Medium, pour le coup, j'ai supprimé la newsletter, mais maintenant je le regrette après ce que tu as dit. Je pense que je vais me réinscrire juste pour voir ce qu'ils peuvent envoyer une fois que c'est personnalisé. Ouais, bah, au début, tu reçois tout, hein. Moi, j'avais du design, j'avais du brand content, j'avais enfin, des trucs qui allaient vraiment dans tous les sens. Et puis, c'est vraiment comme j'allais en parallèle de la newsletter, j'allais sur Medium. Puis, bon, Hmm. c'est quand ça se passe, un système de cookies, il Ouais, t'identifie, il te traque. Et du coup, après, j'ai été vachement surpris en plus, avec les titres vachement clickbait, tu sais, les 10 outils qui vont révolutionner votre manière de travailler en Python. Tu es là, ouais, ouais, je vais aller regarder, mais j'y crois plus. Et en fait, tu regardes, puis sur les 10, tu fais, il y en a 3. Ah ouais. Ouais, quand même, ceux-là, ouais, ils sont très intéressants. Puis tu télécharges des librairies et puis c'est parti, tu les utilises au quotidien au final. c'est cool. Donc, franchement, qualitatif. Non, c'est cool. Et donc ça, c'était bon, très bien, routine du matin, il y en a une en effet, quand tu as le temps, quand il n'y a pas d'émission critique. Ouais. Et comment ça se passe alors justement la journée typique d'un data consultant? Quel type de mission tu vas avoir? Euh, Typiquement, comment tu vas diviser ta journée? Et après, on peut commencer sur l'une des missions ou l'une des tâches. Alors, en fait, ça va vraiment dépendre de l'actualité, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de quel client on va avoir qui va venir nous activer, quelle mission on va devoir réaliser à l'instant T. Alors, de manière générale, chez First Link, j'ai le rôle le plus dev, on va dire. C'est-à-dire que je supervise hein, l'aspect logiciel, l'aspect script, l'aspect techno. Et donc, du coup, là, en ce moment, chez First Link, on est vachement en train de revoir nos process. Donc, en ce moment, c'est beaucoup de code. C'est beaucoup de code. J'audite tout là, par exemple, en ce moment, avec un collègue, on est en train de réauditer tout mon code que j'ai réalisé sur l'année passée pour justement le réoptimiser par rapport à nos nouveaux besoins, le réécrire d'une façon plus efficace, de retravailler nos modules et nos packages de façon à ce qu'ils soient justement plus future-proof, on va dire. Donc là, en ce moment, c'est audit de code interne qu'on est en train de se faire. Après, de manière générale, quand on passe cet aspect développement de la boîte, développement interne, et qu'on est plus sur vraiment mon métier, euh, alors, soit on a un client qui a une problématique très nouvelle. Dans ce cas-là, ça va être encore du dev, mais justement pour développer l'outil qui va nous permettre de s'adapter à la demande du client. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du développement pour les clients, on fait du développement pour nous, pour répondre aux clients. En fait, on n'est pas dans la dynamique SAS, on n'est pas dans la dynamique de vendre du logiciel, vendre du tableau de bord. On est plutôt dans la dynamique de se vendre soi-même du tableau de bord, du logiciel, du script, pour qu'on puisse nous-mêmes être capables de répondre de la façon la plus pertinente possible aux clients. Et juste pour avoir un exemple peut-être un peu concret, tu n'as pas besoin de donner de nom d'entreprise, bien sûr, hein, pour que ça reste anonyme et que tu puisses en parler, mais est-ce que tu aurais un exemple de type de mission client, justement, sur laquelle tu vas être amené à développer ce type de logiciel en interne? Ouais, alors là récemment, alors je réfléchis à ça. Ouais, récemment, il y avait un de nos plus gros clients qui voulait en savoir plus sur son audience et qui voulait mieux connaître en gros l'activité de son audience sur les réseaux sociaux
lorsqu'elle, on va dire, en dehors de son activité avec la marque. C'est-à-dire que, imaginons, on prend une marque A, la marque A fédère une communauté de followers, on va dire, autour d'elle, avec laquelle elle interagit, mais elle voulait savoir qui étaient ces gens-là, d'où ils venaient, etc. Et alors là, on ne va pas faire d'analyse data de qui sont ces gens précisément, parce que l'objectif, ce n'est pas de savoir peut-être enfin, CSP+, entre tel âge et tel âge passionné de ça. Ça, on laisse faire ça aux GAFAM qui, avec le ads, font tout ça. Nous, l'idée, c'était de voir c'est quoi leur activité sur les réseaux en dehors de vous. Et donc, du coup, là, j'ai redéveloppé tout un script qui, euh, qui s'appuie sur les technos qu'on a déjà. Je ne repars jamais vraiment de zéro. On a les briques fondamentales et puis ensuite, on les relie les unes aux autres. Et là, l'idée, c'était du coup de voir, OK, on a extrait votre base de followers et on va aller voir en dehors des interactions avec vous et qui interagissent. On a vu que la marque, par exemple, les gens qui la suivaient avaient un fort attrait pour, euh, par exemple, le rugby. On a vu qu'on a eu une forte. Ça tweetait beaucoup sur le rugby. Ça parlait aussi beaucoup politique, mais on a réussi à mettre en évidence un bord politique en particulier, qui était Ah ouais. particulièrement cité. Dire, OK, vous avez par exemple bon, je dis au hasard, mais vous avez par exemple plus de followers vous avez une partie de votre communauté qui va beaucoup tweeter sur le centre-gauche. Par exemple, il y avait Europe Écologie Les Verts, il y avait PS, etc. Donc, le centre-gauche écolo français est plus mentionné, par exemple, que la droite, que le gouvernement, que la gauche-gauche, on va dire, qui va être plus. Voilà, donc là, on était capable d'avoir ce genre d'insight pour mieux comprendre notre communauté. Et ça, c'était vraiment un besoin de. D'habitude, on essaye de comprendre les communautés telles qu'elles existent sur le réseau. Et là, c'était vraiment faire une segmentation sur. Par exemple, je prends ton exemple. Tu as des abonnés sur LinkedIn, tu discutes avec eux, tu veux savoir, eux, ils commentent quoi comme post d'habitude. Bah, plutôt que d'aller voir, par exemple, la communauté qui globalement parle je sais pas, qui globalement sort d'école d'ingé, je vais regarder la communauté qui suit Thomas l'ingénieur. Et je vais aller voir vraiment ce que eux postent sur les Et réseaux. quel type d'outil tu peux utiliser pour faire ça justement? Parce que moi, ça me paraît. Je comprends le concept, il n'y a aucun problème. Je comprends le but et quel type d'insight tu peux avoir. Ensuite, je me pose la question, comment est-ce que tu fais pour savoir? Alors, sur Twitter, j'imagine que tu peux voir les comptes que les gens suivent et donc tu peux potentiellement suivre les profils publics et leurs tweets et retweets. Alors que sur LinkedIn, ça paraît un peu plus dur. Déjà, comment ça se passe? Est-ce que tu peux Ouais. en dire un peu plus sur la partie outils derrière? Ouais, alors là, j'ai pris le mauvais exemple parce que ouais, LinkedIn, c'est l'enfer. On fait des trucs sur LinkedIn, hein. On fait des trucs sur LinkedIn, mais LinkedIn, après, je trouve ça presque bien ce que font LinkedIn parce qu'ils ont tout bloqué, mais Ouais. dans le sens où LinkedIn, c'est un réseau un peu de carte professionnelle, un peu de carte d'identité. Il y a des données sur LinkedIn qu'on va pas les mettre, enfin, que tout le monde va pas les mettre sur Twitter, tout le monde va pas les mettre sur Ouais. Insta. On a des adresses mail, on a des cursus, on a des, etc., etc. Et LinkedIn, je pense, a été beaucoup ciblé pour faire du fichage professionnel. Et donc, ils ont tout bloqué. C'est simple, vous pouvez, par exemple, un post, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'il a été posté. Vous savez, euh, vous savez sur LinkedIn qu'un post il a été posté il y a 2 semaines, il y a 2 mois. Vous ne savez pas qu'il a été publié le 14 août 2021 à telle heure. Hmm. Pour ça, sur n'importe quel autre réseau, on peut le savoir. Il y a plein de choses comme ça qui sont bloquées sur LinkedIn. Donc, ce n'est pas un très bon exemple dans le sens où c'est celui où on a les mains le plus liées. D'accord. Après, c'est la spécificité du réseau et ça, pour le coup, je comprends la démarche qu'il y a derrière parce qu'il pourrait vite y avoir Ouais. dire, derrière chaque réseau, il y a un peu une idée, il y a un peu un positionnement. Et là, derrière le positionnement de LinkedIn, c'est logique qu'il bloque un peu, sinon ça serait vite n'importe Mmh. quoi. Mais par exemple, sur Twitter, Après, tu vas par rapport. développer des outils type, enfin, c'est avec du script quand tu disais que tu développes du code, c'est avec du Python ou ça va être avec des logiciels Ouais. spécialisés? Alors, en fait, il y a différentes parties. Alors, moi, je code en Python déjà. Globalement, j'utilise Python pour tout faire. J'ai pas de. On pourrait utiliser le R aussi en parallèle, mais ça fait grosso modo la même chose que Python, donc on reste sur Python. Euh, donc voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien. Euh, pour faire mes scripts, du coup, les scripts d'extraction sont tous propriétaires, que ce soit sur le web ou sur les réseaux sociaux. C'est tous nos scripts labellisés FirstLink. On essaye de passer de toute façon, d'une manière générale, on essaie de passer le moins possible par des outils tiers. Et quand on passe par des outils tiers, on veut passer par des outils qui sont forcément open source. C'est-à-dire que ça ne nous plaît pas de passer par des outils qui ne sont en gros, dont on ne sait pas ce qu'il y a, dont on ne voit pas, on va dire, vraiment le code, la machinerie, on ne sait pas C'est des comment ils boîtes noires, fonctionnent. hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc on là, veut les nous, éviter, ouais. c'est toujours, on utilise toujours des scripts dont on sait comment ils sont faits. Donc du Python, surtout, beaucoup de Python. Ensuite, Gephi, qui est le logiciel libre qu'on va utiliser le plus, qui est le logiciel qui permet de faire les cartographies.
et les Ouais. data visualisation. Ça, la cartographie, c'est un peu notre signature. Donc, c'est une data visualisation qu'on utilise beaucoup et on utilise beaucoup Gephi, qui est dans la communauté open source, qui est un logiciel libre très puissant et très, très intéressant. Voilà, ensuite, après un peu de code HTML, un peu de code CSS, un peu de JavaScript, etc., pour faire du web, parce qu'on en a toujours besoin. Par exemple, quand on va aller scraper sur le web, même si je ne vais pas coder en HTML ou en CSS, j'ai besoin de savoir, par exemple, comment est structurée une page HTML pour savoir comment la parser, par exemple. Pareil pour le JavaScript, j'ai besoin de savoir comment ça marche le JavaScript pour pouvoir aller parser l'info qu'il va y avoir, enfin l'info qui réside de mon scrap. Ça, il est plus utilisé en tant que culture G qu'en tant que je ne vais pas coder une page en HTML, mais je dois être capable de la lire pour savoir ce qu'il y a dedans. Juste pour les mots techniques que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Alors, si je devais le réduire, c'est le parser. Enfin, quand tu scrapes, c'est que tu récupères tu t'es gratté, c'est récupérer de la donnée d'un site de façon automatique. Et parser, alors là, je suis pas sûr, par contre, donc dis-moi si j'ai tort, c'est tu prends cette donnée que tu as récupérée justement et tu vas la trier, la décomposer adéquatement. Par exemple, quand on prend un exemple tout simple, c'est quand tu reçois des lignes d'email quand on envoie quelqu'un, tu copies-colles dans un fichier Excel, tu vois que c'est séparé tous par des points-virgules et tu dis, bah, tous les points-virgules, tu me ajoutes une case et tu me prends l'email à côté. Est-ce que c'est la même chose, Ouais, mais de façon plus compliquée, parser ou c'est autre c'est chose? exactement ça en fait. En gros, on a trois étapes souvent dans l'extraction de données sur le web, les réseaux sociaux, etc. C'est d'abord le crawling. Crawling, c'est mon bot, le crawl, Je qui connais est pas du mon tout ça, bot. vas-y. Comment? Je connais pas du tout, pardon, donc vas-y. Ouais, alors le crawling, en fait, le crawl, c'est mon bot va naviguer sur le web. En gros, l'algo de crawl, enfin l'algo de crawl qu'on connaît le plus, c'est l'algo Google. C'est qui va naviguer de page en page et qui va donner un score, même si on sait maintenant que ça marche pas avec un système de score. Mais en gros, si on devait caricaturer Google, il a un robot qui crawl, donc qui navigue sur les pages web. Il donne un petit score à chacune des pages web et ensuite ça fait votre SEO. Quand vous tapez un mot-clé, ça vous donne la liste des pages. Donc ça, c'est le crawling. Nous, on a des algos de crawling en gros qui vont parcourir le web pour aller chercher de l'information, qu'on veut chercher justement. Mhm, mhm. Ensuite, la deuxième étape, c'est le scrapping. C'est-à-dire que là, scrap, c'est on va gratter l'information. Typiquement, si vous voulez scraper à la main une page web, vous faites clic droit, inspecter le code de la page. Donc, je pense que vous avez déjà fait ça. Vous allez sur une page web, clic droit, inspecter. Ça vous affiche le code HTML. Vous faites CTRL A, copier-coller le code dans un fichier de texte. Vous venez de scraper une page web. Clairement. C'est vraiment un copier-coller du code HTML. Après, l'idée, c'est que nous, on va le faire, par exemple, sur 30 000 sites web en 20 minutes. Ça, on ne peut pas le faire à la main. Et ensuite, le problème, c'est qu'on a tout le code HTML, mais dedans, il fallait récupérer l'information stratégique. Et alors pour ceux qui connaissent un peu le HTML, ça va vous parler. Le HTML est composé de balises dans lesquelles on met les informations. C'est-à-dire que on a les balises titres, par exemple, qui sont les balises H. Donc, on va dire là, ici, il y a mes grands titres, mes moyens titres, mes petits titres. On a les balises où on met les liens, qui sont les balises A, on a les balises de paragraphes, etc., etc. Et là, le programme, on va lui dire, OK, donc déjà, ce format texte brut que tu as, qui est du code HTML, tu vas le formater pour comprendre que c'est du HTML. Et ensuite, dans chacune des balises qui vont m'intéresser, tu vas aller chercher le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux récupérer un lien, je vais lui dire, bah, dans la balise A, tu me récupères ce qu'il y a dans le paramètre qu'on appelle href, qui est le lien hypertexte. Et donc, du coup, voilà, on va lui dire ça. Si on veut le contenu sémantique de la balise title, par exemple, on va lui dire, bah, dans la balise title, va me chercher le contenu. Ça, c'est le parsing. C'est j'ai un contenu qui est brut et je vais le parser pour aller récupérer dedans l'information, la data stratégique. Et donc, en fait, quand on dit, par exemple, que ce matin, tu vas faire 1 heure de parsing, c'est que tu vas, en fait, aller configurer ton algorithme, peu importe ton script, aller récupérer spécifiquement ce qui est pertinent par rapport à la demande du client ou par rapport à ce que toi, tu vas avoir comme info. C'est ça, par exemple, sur le web, des fois, ça va être intéressant d'avoir les balises title et les balises métadescription parce qu'on veut avoir en gros un aperçu du site, de quoi il va parler. D'autres fois, ça va être intéressant d'avoir les liens parce qu'on veut voir justement les sites vers où ils pointent. Après, des fois, ça va être intéressant d'avoir carrément l'entièreté du texte parce qu'on veut faire une analyse de contenu du site. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on veut récupérer tout le contenu sémantique d'un nom de domaine pour voir de quoi va parler le site. Enfin, à chaque fois, on peut ajuster justement. Alors, moi, mes scripts sont déjà paramétrés et j'ai juste à lui dire je veux le contenu de telle balise. Il va me chercher le contenu dans les balises avec les parseurs. Alors, excuse-moi, je vais juste me brancher mon Vas-y, il ordinateur. n'y a aucun problème. Voilà, excuse-moi. Ah, aucun problème.
Voilà. Donc crawling, scrapping et après parsing. Parsing. En gros, dans l'ordre, c'est ça. Et ensuite, une fois que c'est parsing, c'est nettoyage, uniformisation. En fait, le parsing pourrait être considéré comme une première étape. En fait, c'est quelque chose d'hybride entre l'extraction et le nettoyage. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, on extrait la donnée d'un format brut. De l'autre côté, c'est comme si ce format brut, on le nettoyait. Il y a deux façons de voir le parsing, justement. Mmh mh. Et donc, c'est la première étape hybride entre l'extraction et le nettoyage. Et ensuite, cette donnée qu'on récupère, qui a été parsée, on la nettoie, on la uniformise et on la fait rentrer dans nos logiciels en fonction de ce qu'on veut en faire. Et justement, ça m'amène, à la deuxième partie qui était sur tout ce qui était visualisation. Tu as parlé Ouais. de Gephi, je sais que tu as plusieurs projets que tu as fait toi en plus de ton enfin, aussi bien dans ton travail, mais aussi en dehors que tu as fait des visualisations de choses qui sont relativement connues du grand public comme, tu avais fait une cartographie, à un moment donné du Twitch français, enfin d'une certaine manière en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment tu imaginons que ta donnée, elle est là, tu as déjà fait donc le crawling, scrapping, parsing potentiellement. Quelle est la démarche que tu vas faire une fois que tu es sur Gephi? Comment tu l'utilises? Et typiquement, tu peux me dire comment ça se passe, puis après si tu en as un exemple, je pourrais aussi le mettre en vidéo incrustée pour donner juste le logiciel et montrer à quoi il ressemble. Ouais, alors pour en revenir à ça, c'est que alors pour la cartographie en particulier, la cartographie, elle est intéressante pour montrer les relations entre les données. En fait, c'est pour montrer. Alors, en fait, d'habitude, quand on fait des data visualisations, souvent on va chercher des corrélations, etc. Donc, on va chercher en fait des relations statistiques entre les données de mon échantillon suit une tendance, etc. Là, sur la cartographie, en fait, on va essayer de mettre clairement en image une relation que l'on a déjà dans la donnée. C'est-à-dire, exemple, j'ai fait la cartographie de Twitch. Ici, quand on pense à Twitch, on a des individus qui sont les streamers ou les viewers. Et il y a quelque chose qui les relie, c'est le fait que le viewer regarde le streamer. Et donc ça va être le lien. Et, euh, et du coup, l'idée qu'il va y avoir par rapport à ça, c'est de se dire la cartographie va mettre en image ce lien entre ces deux types d'acteurs. Et c'est le travail de la cartographie, en fait. Quand on pense à la cartographie, on se dit, il n'y a besoin que de deux éléments pour faire une cartographie. Il y a besoin de nœuds, de liens. Donc, j'ai besoin d'individus et j'ai besoin de la relation qui va les lier les uns aux autres. Donc là, le premier travail de réflexion, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je vais prendre justement comme, quel va être mon échantillon, quel est le lien que je vais prendre en compte. Exemple de Twitter, par exemple, imaginez vous allez extraire une grande quantité de tweets et vous allez extraire des tweets, vous allez avoir donc des comptes Twitter en nœud, par exemple. Il y a plein de moyens différents de relier ces différents comptes Twitter. Est-ce que, par exemple, ces comptes Twitter se sont mentionnés? Ça peut être des liens. Est-ce qu'ils se sont likés? Ça peut être un autre type de lien. Vous ne verrez pas la même chose. Est-ce qu'ils se sont retweetés? Vous ne verrez encore pas une fois la même chose. Est-ce qu'ils se follow? Vous aurez encore une quatrième carto qui sera différente. Donc voilà, l'idée quand on construit une carto, c'est de vouloir, de bien se dire qu'est-ce que je veux voir. Et en Parce qu'en général, tu fait, te poses cette question avant ou tu te la poses, des fois tu vas changer totalement ce que tu veux voir parce que tu te rends compte en manipulant que c'est différent comme en général, c'est quoi la proportion de, tout est on sait tout avant, on sait ce qu'on veut voir ou, en fait on découvre et on va aussi faire proposer autre chose? alors, en fait, ça va dépendre justement de la demande du client. En général, nos process, là, ils sont déjà établis. On a déjà, enfin, ça, à force de faire, on peut pas non plus se permettre, à chaque fois qu'on a un nouveau client, de repenser la méthodologie en entier. On a pas, ouais, comme dans toute entreprise, on a des process établis. OK, le client veut voir ça, on utilise tel outil. OK, le client veut faire ça, on utilise tel outil. Après, justement, il y a des fois où on ressent le besoin d'aller plus loin. Ou il y a des fois, en fait, la cartographie, c'est un excellent outil d'analyse exploratoire. C'est-à-dire que c'est un outil qui est rarement, voire jamais, même quasiment jamais, une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire une carto et dire, bon, allez, la carto, elle montre ça, voilà. C'est souvent la carto, c'est, OK, vous avez une thématique, je fais une cartographie. OK, la cartographie nous permet de voir ces insights ressortir. Maintenant, allons les voir concrètement. Et ça nous donne une analyse exploratoire pour qu'ensuite le consultant puisse aller à la main cibler les insights qu'il a décelés avec la cartographie et aller les challenger, les confronter justement au réel et dire OK, alors sur la cartographie, j'ai vu que telle communauté était très présente. J'ai des bruits de travaux, je ne sais pas si tu les entends au micro, j'espère pas. J'en ai entendu un peu mais, ça passe encore. Je suis désolé. C'est pas grave. Du coup, ouais, sur la cartographie, ouais, alors j'ai perdu le fil. Ah merde, ouais, c'était surtout ce qui était,
Donc là, t'étais parti sur tout ce qui était exploratoire. Oui, alors c'était par rapport à l'exploratoire, oui, d'aller confronter, tu vas aller confronter ta donnée en fait au Ouais. réel, c'est-à-dire que si tu as vu un insight dans ta cartographie, tu as vu qu'une communauté se comportait d'une certaine façon dans la cartographie, tu vas pas par exemple juste dire à ton client, OK, je vois que ma communauté ici, elle est très active sur ces sujets-là, voilà, c'est tout. Non, tu vas en fait, toi, par exemple, imagine tu es sur Twitter, tu vas dire, OK, je vois ça, je vois que des comptes ressortent dans cette communauté, mais je vais aller voir ce qu'ils postent justement, je vais aller voir comment ça se traduit, je vais aller voir ah, ok, je vois que telle personne, telle personne, telle personne se mentionne beaucoup, par exemple. Ok, ben, je vais aller voir les tweets dans lesquels ils se mentionnent pour voir leur contenu. Je vais aller voir. Et donc, du coup, la cartographie nous permet en fait de défricher le chemin. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment de préparer le terrain, de nous donner vraiment des axes de travail de ok, là, il faut aller voir là, il faut aller voir là, il faut aller voir là. Et ensuite, on va voir. C'est-à-dire qu'on peut jamais, ça va pas suffire tout seul. Et par Et, exemple, dans cet exemple-là, juste pour aller au bout, parce que ça me fait me poser des questions aussi, c'est une fois que tu as identifié, par exemple, ces acteurs, enfin, des comptes qui te suivent, qui se parlent entre eux, qui se réfèrent et qui parlent de certains sujets, quel peut être typiquement le so what ou l'insight ou l'action qu'une entreprise ou qu'un groupe ou qu'une entité va faire à partir de ce type d'information? Ok, bah alors ça dépend de la demande, mais imaginons par exemple que, alors vraiment quelque chose de très classique que je donnais, une mission qui nous arrive souvent. Je veux développer une communauté sur les réseaux, c'est-à-dire que bon, on ne crée jamais vraiment de communauté, plutôt justement on attire des gens de communauté Oui, pour se fédérer autour d'un projet, mais on ne crée jamais vraiment de communauté. Là, c'est un abus de langage qu'on utilise. Je veux fédérer une communauté autour de ma marque, par exemple, autour de mes produits. Je veux bouger en gros sur les réseaux, je veux qu'on entende parler de moi, je veux aussi souvent interagir avec des personnes, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est horizontal. Donc, même s'il y a un grand intérêt de com, l'intérêt de feedback aussi, souvent, il peut être intéressant. Donc, bref, je veux fédérer une communauté sur les réseaux. Comment je fais pour que ça marche? C'est-à-dire qu'il y a des outils de community management classique, par exemple, de social media management classique, mais avec la data, je veux faire ça de façon plus efficace. Nous, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, sur la thématique du client, on va faire une grande extraction pour voir qui sont les gens qui vont qui vont tweeter sur la thématique sur laquelle se positionne le client. Quels sont les acteurs qui sont déjà influents sur cette thématique? Comment se structurent les communautés autour de ce positionnement? Et ensuite, par exemple, on va identifier les différentes communautés et on va dire au client, OK, donc là, on a trouvé par exemple voici comment sont structurées les communautés. Donc, on voit que les gens, les gens, par exemple, qui parlent de votre sujet, parlent également de tel sujet, ils sont proches de cette communauté-là. Donc, en gros, vous pouvez, quand vous allez communiquer, vous adresser à toutes ces communautés qui sont même un peu plus loin que votre positionnement initial. mmh, Imaginons que vous êtes dans le sport, par exemple, mmh. ou même plutôt, je vais reprendre un de mes clients, vous êtes dans votre domaine à vous qui est très B2B, très professionnel, pas forcément très sexy de façon brute sur les réseaux. Mais on voit que en fait, les professionnels de votre milieu que vous voulez fédérer autour de votre marque, ils aiment bien aussi le rugby. Ils aiment bien, je sais pas moi, ils aiment bien tel sport, ils aiment bien telle activité, ils aiment bien ils parler de tout ça. Donc en fait, ce sont des contenus, par exemple, et des communautés que vous allez pouvoir fédérer autour de vous, quitte à en fait à diversifier votre Mmh. communication. Ouais, ouais. Et on va pouvoir aussi identifier ce qu'on appelle des KOL, qui sont en fait des leaders d'opinion, et plus C'est de quoi, particulièrement, KOL? alors, KOL, c'est Key Opinion Leader, OK. donc qui sont en fait qui sont les leaders d'opinion. Et là, leader d'opinion, on peut en avoir de différents types qui vont être intéressants en fonction des différents besoins. Par Mmh. exemple, une cartographie, elle va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle les bridges. Les Ouais. bridges, comme son nom l'indique, ça va être les ponts entre les communautés. Mmh. Donc, ça va être les users qui vont être justement à la frontière entre deux communautés Et et donc qui vont permettre, par exemple, si on passe à travers leur audience, de diversifier la communauté et d'avoir accès à une nouvelle communauté. ouais, non, je comprends. Imaginons par exemple. Je Ouais, comprends beaucoup vas-y. mieux et je vais juste guider une autre question parce que je sais qu'on a à peu près encore 13-12 minutes avec le temps, donc je vais Ouais. juste te guider, j'en ai encore 2, c'est pour ça que hop, j'interromps un peu. Justement, une fois qu'on a identifié par exemple ces KOL et qu'on voit soit qu'on a différentes activités comme le rugby où on peut faire des choses un peu en plus en termes de messages ou qu'on a des personnes qu'on veut identifier et potentiellement parler avec elles, hem, comment est-ce que toi, au niveau de la communication avec le client, ça se passe? Est-ce que tu vas être là ou est-ce qu'un consultant data, de manière plus générale, tu fais, tu as une requête qui arrive et tu as tout qui est déjà écrit, tu fais la requête et tu la donnes? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Alors j'imagine que c'est un peu plus compliqué, hein, je fais exprès de prendre un exemple archétypal, mais est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur, la relation client? Comment ça se passe au début et à la fin et en intermédiaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de back and forth, d'aller-retour?
Alors, souvent, ce qu'on aime bien à la First Link, c'est avoir des clients avec lesquels on va travailler sur le long. On préfère, plutôt que d'enchaîner les clients pour des missions en one shot, souvent, ce qu'on aime bien, c'est avoir des relations de suivi. Donc, dans ce cas-là, en fait, on a deux comportements différents en fonction justement du type de client et du contexte, c'est normal. Donc, quand c'est plutôt des clients one shot, on va dire, où là, je veux un audit. Je veux un audit avec, en gros, je veux savoir où j'en suis d'un point de vue data sur les réseaux. Je veux savoir où j'en suis d'un point de vue data sur le web. Je veux justement, je veux de la connaissance. Je veux juste un one shot, pas un suivi. Dans ce cas-là, brief du client. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils ont pensé à nous, comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Parce que ça traduit aussi les besoins et les pré en fait, la data, c'est pas quelque chose avec lequel beaucoup de gens sont très à l'aise encore. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez innovant, surtout dans le territoire, enfin, dans le marché francophone. Donc, souvent, c'est intéressant de savoir déjà la personne, ce qu'elle recherche et comment elle nous a découvert, pour savoir si, par exemple, si elle veut juste des conseils community management classiques, c'est pas forcément vers nous qu'il vaut mieux se tourner, si c'est pour avoir, par exemple, un plan d'action de savoir quel poste exactement elle doit mettre, tout ça. Et j'imagine en plus Sinon, il y a si elle connaît un client, qui a déjà travaillé avec vous et qui a potentiellement montré ou qui a dit: «Ah, il m'a fait ça, c'est incroyable», il peut arriver et dire: «Je veux la même chose, la même analyse», bah, pour c'est ça. Donc en fait, ça dépend de comment la personne va être, de ce que la personne va rechercher. Après, dans la majorité des cas, c'est rare qu'on me dise non, cette personne-là n'a pas besoin de nous. Parce que souvent, justement, on arrive à décrypter les besoins et à les orienter dans comment la data peut répondre à ces besoins-là. bien sûr. Typiquement, bah, juste un exemple, par exemple, pour revenir sur quelque chose qu'on peut offrir, souvent, on voit surtout sur LinkedIn, ah, voici les bonnes pratiques de publication sur tel réseau. Par exemple, sur LinkedIn, il faut poster dans tel jour et tel jour. Mmh. Twitter, il faut poster sur tel jour et tel jour, etc. Il faut utiliser tant de hashtags, et tout ça, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on peut faire, ça, par exemple, mais pour exactement le marché du client. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, ah, globalement, sur Twitter, il faut publier à tels horaires, tel jour. Nous, on va dire, on va extraire justement des tweets sur la, le marché de notre client et on va lui dire, OK, pour votre marché précisément, c'est tel jour, telle heure, tant de hashtags en général qui sont utilisés. Et on fait des corrélations justement avec l'engagement. Donc ça, par exemple, ce sont des bonnes pratiques qu'on peut faire, mais pour le marché du client, pas de manière générale. Sur Twitter, il faut publier à cette heure-là. Donc en fait, Donc ça, par exemple, tu comprends pourquoi ils sont venus vers vous, ça aide à comprendre à mieux traduire leurs besoins et ensuite vous leur proposez des solutions qui vous paraissent pertinentes par rapport à leurs vrais besoins, c'est ça. sous-jacents. En fait, on va les caler par rapport à leur marché, leurs problématiques, ce dont ils ont besoin. Alors, pour revenir justement plutôt dans le cheminement, Euh, le client vient, on lui demande ce qu'il veut, pourquoi il est là. Et là, c'est brief très classique, brief client, communication marketing. Ça change pas. C'est on recadre en fonction des réels besoins. Parce que le mieux, c'est quand un client en fait ressort du brief avec des besoins qui dépassent ceux qu'il avait identifiés au premier abord. Donc là, il y a un gros travail d'écoute, de savoir, de compréhension du contexte, etc. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on lui propose un plan d'action, c'est-à-dire on lui dit, OK, ben, alors on va vous faire ça, 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 sans forcément rentrer dans les détails, parce que justement, l'analyse ensuite va apporter, en fait, on va dire un plan naturel va découler d'un point de vue méthodologique Mmh. des résultats. On peut lui dire, Ouais. OK, ben, on va vous analyser tel réseau sous l'angle des acteurs, on va vous analyser par exemple, telle plateforme sous l'angle de la sémantique, etc. Et là, on explique ce qu'on va faire. Ensuite, on travaille avec plus ou moins de feedback en fonction des besoins. Et ensuite, à la fin, gros travail de vulgarisation pour expliquer ce qu'on a fait, comment on l'a fait et les résultats. Donc, c'est surtout dire, faire comprendre que nos résultats, justement, comment on les a obtenus pour montrer que c'est la data qui nous permet de tirer les enseignements, que c'est pas justement de l'instinct ou de la veille Mmh. faite à la main qui peut avoir ses failles. Ouais. C'est là, on a extrait, par exemple, sur votre thématique, 30 000 tweets. Sur les 30 000 tweets, voici ce qui en ressort. Donc, c'est pas la vérité vraie, c'est la vérité de Twitter. Mais voici, par exemple, ce qu'on peut en tirer. Ça, c'est la vérité des sites qu'on a extraits, etc., etc. Et ça va prendre Et combien de donc temps, là, par exemple, ce type de débrief avec le client? C'est une session d'une heure ou ça peut être plus long? Comment ça se passe en concret? alors ça, concrètement, ça dépend toujours du client quasiment. C'est rarement nous qui disons oui, alors on va limiter. Souvent, c'est par rapport au temps du client et en fonction Alors nous, on aime bien passer du temps à expliquer nos résultats parce que souvent, ça nous permet justement de rentrer en profondeur, de faire Mmh. tout ce travail de vulgarisation, de prendre son temps pour expliquer ce qui ressort pourquoi. Après, souvent, sur un projet classique, on va être sur une heure.
mais sur des gros projets, ça peut être avec des clients qu'on a régulièrement, ça peut être une demi-journée qui représente en fait, une demi-journée présentation, formation. En fait, justement, ça va plus loin. Ça va plus D'accord. loin, OK, on va vous donner les résultats, mais en même temps, on va vous former à appliquer les résultats ou à les Mmh. comprendre, etc. Par exemple, on va vous dire, par exemple, vous avez une problématique de référencement naturel SEO, on vous a fait tout un audit SEO, bah maintenant, on va vous expliquer comment concrètement appliquer les conseils qu'on va vous donner, comment Mmh. ça marche, comment les structurer une page HTML, donc du coup, comment vous allez pouvoir améliorer votre SEO, comment par exemple quand on va vous donner des bags of words, donc des bacs des sacs de sémantique concrètement, où Oui, on va OK. vous donner justement des champs lexicaux que vous allez devoir utiliser pour que votre référencement soit plus pertinent. Comment on les utilise? C'est-à-dire que ces mots-là, il ne faut pas les mettre au hasard dans le texte, c'est comment je les utilise, comment je les utilise intelligemment, etc. Donc, le mieux, c'est quand on peut faire de la formation en fait en même temps que le rendu client, parce que c'est rare en fait justement d'avoir un client qui va pouvoir juste à qui on va pouvoir juste donner le PowerPoint et dire bon voilà l'audit. Avec des clients qu'on a régulièrement justement, ça c'est les deuxièmes types de clients. Euh, Justement, souvent, quand c'est des clients qu'on a de façon très régulièrement, on fait du suivi. Et du coup, souvent, ils ont une problématique générale sur lesquelles on va les aider, et on va leur faire des points régulièrement et on va leur dire, OK, voici, là, on a besoin de faire moins de formation parce qu'on l'a fait au début, et puis après, on ajuste les résultats en fonction de l'actualité. Et quand on a des clients réguliers, on a souvent la grande mission, pourquoi on travaille avec eux, puis plein de petites missions qui vont nous rajouter, ah tiens, j'ai vu ça, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit audit là-dessus, etc., D'accord. etc. Et donc là, la relation est différente parce qu'on est en lien plus régulier. Ouais, bien sûr. Non, OK, je pense que ça fait beaucoup de sens et c'est vrai que le fait que plus que de la présentation, ça aussi aille sur un peu de la formation, ça fait sens et c'est sûrement plus complet, surtout pour les plus grosses. Avant de conclure, parce qu'on a plus de 4 minutes et après tu vas devoir partir de ta salle, Ouais, t'inquiète. donc juste pour voilà, est-ce que tu aurais pour un étudiant ou un jeune, diplômé, typiquement ingénieur, mais même avec un autre type de profil, qu'est-ce que tu conseillerais pour aller dans cette direction, pour devenir consultant data? Qu'est-ce qui existe comme ressources? Tu as mentionné un peu Medium towards data science au début. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais, de regarder ou des études à faire spécifiques? Euh, alors ouais, alors là récemment, j'ai découvert, je le connaissais déjà, mais j'ai vraiment regardé le contenu de Machine Learnia, youtubeur Machine Learnia, qui est youtubeur francophone, qui est data scientist à Londres et je crois qui en gros fait du contenu sur la machine learning. Mais je trouve que pour des débutants, c'est hyper intéressant. Il repart de la base du machine learning, c'est-à-dire régression linéaire, comment ça marche, pourquoi, etc. Il repart vraiment des fondamentaux et puis après, il y a même des cours de Python intégrés dedans. Donc, si jamais Python, c'est pas frais, ça va vous permettre de vous faire un rappel. Après, ces cours de Python sont très bien pour le machine learning, mais je ne suis pas de regarder ça pour savoir coder en Python, mais par exemple, pour vous faire un rappel, pour vous montrer les bases, c'est très bien. Et pour le machine learning, pour le coup, je n'ai pas trouvé mieux pour quand on est débutant et qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Donc, je trouvais que ça vulgarisait très bien. De manière générale, enfin, là, on en avait déjà discuté, mais moi, la data science, par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. J'ai appris à l'école tout ce dont j'avais besoin pour la data science, mais après, on va dire l'emballage pour le mettre, enfin, c'est-à-dire que j'ai appris à l'école le code, j'ai appris à l'école justement l'analyse de données, on va dire, mais enfin, pas l'analyse forcément de données, mais les sciences humaines et tout ça, avec ma partie plus sciences sociales, sciences humaines. Enfin, j'ai appris toutes les petites briques élémentaires, mais ensuite, c'est justement tout seul que j'ai appris à prendre toutes ces compétences-là et à les mettre dans le même sens pour la data science. Et donc, du coup, il ne faut vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et c'est plus de savoir incroyable. Donc, pas hésiter à pas être complexé, à se dire, OK, je veux apprendre. On n'apprend pas un métier, mais presque, quoi. Je veux apprendre justement plein de choses sur Internet. Ça, je ne sais pas faire. Ok, bah, je vais aller voir des tutos. Ok, j'ai un problème de code où je bloque un peu. Bah, Stack Overflow, ce direct. Enfin, aller voir toutes ces choses-là. De ne pas hésiter, en fait, faut pas bloquer, quoi. Faut toujours aller sur Internet, aller fouiller, aller creuser. Et on peut vraiment apprendre plein de choses. Un conseil aussi pour ceux qui sont particulièrement techniques et ingénieurs et qui, en gros, d'un certain point de vue, commenceraient à se lasser, parce que j'ai connu ça, et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont vécu ça, qui commencent à se lasser de l'aspect très, ce qu'on appelle les sciences dures, très sciences physiques de l'ingénierie ou très informatique, et l'aspect très, justement, que ce soit pour qu'on est dans l'ingénierie, on va dire, sciences physiques, Mmh mh, méca, mmh. tout ça, ou même pour ceux qui sont en dev et qui font que du code, quand on commence à se lasser comme ça, pas hésiter justement à
sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone d'enseignement, aller dans des zones professionnelles qu'on ne connaît pas forcément. Pas de manière, faut pas y aller de manière professionnelle, mais en tant que hobby, par exemple, vous vous intéressez à l'économie, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur l'économie et surtout à essayer d'appliquer ce que vous savez faire très bien dû à vos cursus. Parce que du coup, si vous êtes en école d'ingénieur, bah, vous savez faire des maths, vous savez faire Ouais. des physiques, vous savez raisonner, etc. Bah, pas hésiter en fait à justement sortir de votre cadre et à se dire, je vais appliquer ce que je sais faire, par exemple, à l'économie, je vais appliquer ce que je sais faire Mm. à la communication, au marketing, je vais appliquer ce que je sais faire, par exemple, à la politique, à tout plein de domaines qui sortent de ce qu'on peut nous apprendre dans le cursus d'école d'ingénieur classique, justement, ou qui sont les cours souvent qu'on a 1 heure par semaine, une UE, un module et tout ça. Pas hésiter justement à vous dire, il faut savoir que si vous êtes normalement en école d'ingénieur, vous avez largement les compétences, justement, des compétences qui sont transversales que vous pouvez aller appliquer dans d'autres domaines et ça peut vous permettre justement de vous redonner du souffle dans ce que vous faites. Moi, par exemple, j'ai vraiment eu entre ma période d'ingénieur et aujourd'hui mon métier de data scientist, j'ai eu vraiment 3 ans, 3-4 ans de pause où j'ai quasiment plus fait du tout d'ingénierie, de code, de maths, etc. Et en fait, c'est justement en appliquant ce que j'avais appris en école d'ingé, c'est en l'appliquant à la communication, au marketing, aux sciences sociales, que ça m'a redonné un élan et qu'au final, je suis reparti dans un métier, on va dire, issu des compétences de l'ingénierie. Et ça, il ne faut pas hésiter justement quand on commence à, quand on a fait 2 ans de prépa, voire 3, qui ont pu être compliqués parce qu'on sait comment ça marche la prépa, puis qu'on a Mm. enchaîné avec une école d'ingénieur qui aussi peut justement, qui en 3 ans veut vous apprendre tout plein de métiers, ça peut être bien justement de sortir de ce cadre-là et de se dire, ok, prendre un peu d'air et se dire, ok, ben, c'est pas parce que j'ai pas un master d'économie, c'est pas parce que j'ai pas un master en marketing que je peux pas justement m'auto-former et capitaliser sur mes compétences pour aller voir d'autres horizons. Ouais. Bah, merci en tout cas Nico pour ce conseil très inspirant et motivant pour finir cette Merci à interview. toi de m'avoir invité, un plaisir. Merci pour ton écoute et si tu veux d'autres interviews, je te dirige vers les autres vidéos de cette chaîne. Bonne continuation!